Bonjour et bienvenue sur le podcast Santé Sport de Caprol, société suisse de vente de matériel de sport et de rééducation de qualité. Profite du présent en préparant l'avenir. Bonjour et bienvenue sur le podcast Santé Sport de Caprol. Aujourd'hui, nous allons parler de la réadaptation cardiaque avec Marisa Azevedo. Bonjour Marisa. Salut. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter, Marisa, s'il te plaît? Alors, je suis physiothérapeute. Je travaille depuis quelques années à l'HRC, RENA maintenant. J'ai fait une spécialisation en rééducation cardiovasculaire, dont je suis une des référentes à l'hôpital en ce moment. Donc, on a la bonne personne pour parler de la réadaptation cardiaque. Est-ce que tu arriverais à nous expliquer ou à nous présenter globalement à quoi correspond la réadaptation cardiaque? Elle est destinée aux patients qui ont eu un problème, un souci au niveau cardiaque ou cardiovasculaire. Et on va les éduquer, notre rôle c'est surtout les réentraîner à l'effort pour qu'ils puissent ensuite le faire eux-mêmes, avoir une hygiène de vie plus saine, et éviter une récidive. Quelque part, c'est une rééducation à l'effort ou réhabilitation à l'effort, et puis les amener à être autonomes par la suite, à revenir dans la vie de tous les jours. Que tout le monde devrait avoir. Que tout le monde devrait avoir, exact. Donc, quelque part, c'est le mouvement. Oui. Donc, même si on a eu un accident cardiaque, le premier message qu'on peut déjà retenir, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'activité physique. Non, il ne faut pas avoir peur. Après, bien sûr que quelqu'un qui a eu un infarctus, selon la sévérité, il faut qu'il apprenne avec des professionnels de la santé, qu'il apprenne jusqu'où il peut aller au niveau de l'effort. Parce qu'il a un cœur qui est un peu sensible à ça. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a ces programmes de réadaptation cardiaque aussi. On veut réadapter le corps à l'effort. À l'effort. Donc l'intérêt d'aller chez les professionnels dans un premier temps. À ma connaissance, il y a 3 phases pour la réadaptation cardiaque. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà la phase numéro 1? Numéro 1, c'est quand le patient arrive à l'hôpital. C'est la phase critique quand il a fait son premier malaise, enfin premier ou deuxième, n'importe. Mais c'est la phase d'hospitalisation où on va essayer de résoudre ce problème vraiment dans une phase initiale. Et donc, ça, c'est la phase 1. Phase d'hospitalisation, si on veut. Donc la réadaptation, elle commence en fait déjà au lit du patient quand on se retrouve à l'hôpital. Oui. Donc vous faites quoi? Vous commencez par c'est du mouvement ou Ça peut être des exercices respiratoires aussi dans un premier temps. Ça dépend vraiment de la sévérité et ce qu'ils ont fait comme intervention. Il y a des patients qui ont un problème tellement grave qu'ils n'arrivent pas à sortir du lit tout de suite parce que son cœur il bat trop vite ou qu'ils ont une tension artérielle trop haute qu'il faut qu'on contrôle avant. Mais là, on peut déjà faire quelque chose, on peut déjà travailler au niveau respiratoire, on peut commencer à bouger un petit peu les bras, voir comment ça fonctionne. Et avec les médecins, les infirmiers, tout ça, on regarde la progression avec aussi la prise en charge médicamenteuse qui va avoir un rôle important dans la phase 1 pour pouvoir progresser dans les exercices. Mais l'objectif principal, c'est de les bouger le plus tôt possible. Ouais. Donc il y a vraiment une collaboration très étroite entre l'aspect purement médical, donc on va dire médicamenteux, et puis l'aspect physiothérapie. Oui, c'est sûr. La phase numéro 2, elle correspondrait à quoi? Phase numéro 2, c'est quand le patient est sorti de l'hôpital et qu'il a besoin de poursuivre son entraînement, le mouvement. Et donc, il a un bilan cardiologique qui est fait chez un cardiologue. Et à ce moment-là, le cardiologue l'envoie chez nous, en ambulatoire ou en stationnaire. Je sais qu'il y a des centres qui le font en stationnaire, où il y aura toute une rééducation physique. Il n'y a pas que physique, il y a aussi des patients qui ont besoin de savoir comment ils mangent parce qu'ils mangent mal. Et donc, l'alimentation est primordiale pour notre santé, pas que cardiaque, mais pour tout le reste. Donc il y a toute une prise en charge tellement grande avec ces patients. C'est de la rééducation et aussi de l'éducation.
Oui, 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 oui. Donc nous, notre rôle de physiothérapeute, c'est de les réentraîner, c'est de les faire bouger. Les faire bouger, leur faire comprendre jusqu'où ils peuvent aller au niveau... Là, ce qu'on utilise à l'entraînement, c'est la fréquence cardiaque, jusqu'où ils peuvent aller. On regarde comment ils se sentent pour pas qu'ils fassent des malaises non plus. Et puis on essaye de progresser l'effort à chaque fois que les séances avancent. Puis on les dirige aussi, je pense, à gérer leur respiration durant l'effort pour éviter que le pulse augmente. C'est tout un entraînement. Oui. Donc quelque part, la phase 2, il y a vraiment le cardiologue qui va vous faire un bilan. Selon ce bilan, vous aurez des données chiffrées qui vont vous permettre de travailler, de rassurer le patient, de surveiller le patient pendant un certain temps. Ouais. Il faut qu'on connaisse son problème et qu'on sache s'il y a des indications spécifiques. Le cardiologue, par exemple, ils ne veulent pas qu'on atteigne une fréquence cardiaque X pour ce patient, donc on va respecter ça. D'accord. Globalement, sur la phase 2, est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment un travail, le travail de rééducation est toujours pluridisciplinaire, mais c'est surtout à la phase 2 qu'on va avoir les diététiciens ou le psy ou d'autres choses, ou c'est durant toute la réadaptation? Ça pourrait déjà commencer dans la phase 1, phase d'hospitalisation, mais très souvent le temps est tellement court qu'on n'a pas le temps de le faire. Ou alors, les diététiciennes ne sont pas tout de suite disponibles, ou bien ils ont un abordage tellement court qu'ils n'ont pas le temps de tout leur dire ou tout mettre en place. Ouais. Elle dure combien à peu près cette phase 2? Il y a un temps déterminé ou Alors, ce sont 30 séances chez nous, 3 fois par semaine, que 3 à 4 mois. Ouais. En stationnaire, je pense que ça dure 2-3 mois où les patients... Non, pardon, 6 semaines. 6 semaines environ. Donc ça veut dire que quelque part, pendant toute la phase 2, le patient, il peut être demandeur. Et c'est à ce moment-là qu'il devrait, ou qu'il faut qu'il soit demandeur d'aide supplémentaire auprès de vous pour faire intervenir des collègues. Oui. Après, nous, on peut aussi leur proposer de l'aide parce que... Pardon. Quand on connaît le dossier du patient, on sait déjà si par exemple c'est un patient qui a un peu de poids, qui a un IMC un peu élevé, ou que c'est un patient qui a eu déjà une aide psychologique, c'est peut-être voir s'il a encore cette aide psychologique ou s'il veut avoir besoin ou autre. Si c'est des fumeurs ou des gens... Très souvent, il arrive qu'ils ont un infarctus, ces patients-là, et ils arrêtent de fumer. C'est le traumatisme qui fait l'élément déclencheur. Et souvent, ils n'ont pas le réflexe de demander de l'aide. Et là, on leur parle qu'on a des tabacologistes à l'hôpital, des psychologues, et normalement, ils acceptent de l'aide. Un premier rendez-vous, en tout cas, et puis ils viennent les voir ou ils prennent rendez-vous par téléphone. C'est là où on voit que quelque part notre métier de physiothérapeute, il est global. Parce qu'on traite le patient dans sa globalité. Donc même si on ne fait pas tous les métiers, notre métier ça reste physiothérapeute, on est à l'écoute du patient et c'est aussi à nous d'amener le patient à aller voir des collègues, que ce soit les psys, que ce soit les nutritionnistes ou Mais je pense que les autres collègues, ils ont aussi un peu ce rôle. Parce oui, mais la sphère médicale. Nous, on a accès plus facilement avec les patients. Après, c'est vrai qu'ils passent beaucoup de temps avec nous, donc on a cette chance de pouvoir les voir pendant 2 heures, 3 fois par semaine. On discute beaucoup, donc on connaît bien, enfin, on connaît davantage leurs besoins. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. Et la phase numéro 3, elle correspond à quoi? Alors, la phase numéro 3, c'est quand le patient... Il est passé par la phase 1, la phase 2, et il a pris l'autonomie de se prendre en charge tout seul. Donc il a tout appris, il est autonome dans sa rééducation, dans la poursuite de sa rééducation. C'est ça. Donc le but, c'est qu'il choisisse une activité, il est en un endroit où la faire avec une régularité par semaine. C'est là où on rappelle que l'important, c'est la régularité. Si on veut obtenir des résultats, il faut une certaine régularité. Oui, parce que ça ne sert à rien de le faire une fois par mois.
Vous avez maintenant la phase 3 à l'hôpital de Rhénat. Oui, on a des APA qui travaillent avec nous. Donc ils nous aident à faire la phase 2 aussi. Ils travaillent en binôme avec nous. Et c'est eux qui prennent en charge la phase 3. En ce moment, ils font une fois par semaine, 1 heure de temps. Pour les patients qui veulent faire avec nous, donc ils font en fin de journée surtout, pour que les gens qui travaillent puissent venir aussi. Donc c'est des groupes, donc c'est plus stimulant pour eux aussi. Et comme c'est à l'hôpital, je pense qu'ils sont un peu plus rassurés. La réadaptation, elle est forcément en groupe ou elle peut être en individuel? Elle peut être en individuel, oui. C'est selon la gravité du patient ou le besoin du patient? Oui, il y a des patients qui sont très très débilités et donc, qui n'arriveraient pas à suivre un groupe au niveau des efforts. Donc à ce moment-là, c'est mieux de les prendre en individuel pour avoir des exercices plus adéquats et être vraiment tout le temps à côté. Parce qu'un groupe, on est là, mais on les voit en global, on passe souvent vers un et l'autre. Mais des fois, on a le dos tourné sur ceux qui sont en train de faire du vélo, par exemple, derrière nous. Donc on n'a pas une approche, on n'est pas rapproché tout le temps comme ça. Ouais. Donc on peut passer à côté. Oui. En même temps, l'émulation de groupe, elle est intéressante. Oui, c'est beaucoup plus stimulant et les patients, ils apprécient énormément. Ils font un partage d'expérience, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls. Ils ne sont pas tout seuls, c'est ça. Est-ce que, parce que ça fait longtemps que tu fais de la réadaptation cardiaque, est-ce que tu as vu une différence dans les patients? Est-ce qu'ils sont plus jeunes, plus vieux, plus gros, avec plus de comorbidité, plus de femmes? Est-ce que toi, tu as observé un changement particulier ou pas du tout sur les 10 dernières années? Pas forcément. Des jeunes, ça dépend quels âges tu entends par jeune, mais... ça dépend toujours quel âge on a. 50 ans c'est jeune, 60 ans aussi, ça dépend. Vous avez plus du 40 ou vous avez plus du 70, 80? On a plus de 50. Ah, ok, plus de 50. Oui, je pense que les jeunes maintenant, ils ont tellement d'informations que... heureusement qu'une bonne partie des jeunes arrivent à avoir une hygiène de vie plus saine qu'il y a 30 ans en arrière. Mais on a aussi des jeunes, mais moins fréquemment, heureusement. Mais c'est très souvent des pathologies génétiques. Ok. Ce n'est pas des pathologies, on va dire, dégénératives, on peut dire comme ça. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes par rapport au risque cardiaque? Est-ce que vous avez plus de patientes? Est-ce que vous avez plus de patients? On a clairement plus de patients hommes que de femmes. Les femmes, elles sont un peu protégées par les hormones jusqu'à la phase initiale de la ménopause. Et puis après, les risques sont les mêmes que les hommes. Donc les femmes, on n'a pas très souvent des femmes jeunes, on va dire comme ça. Mais même dans les âges un peu plus avancés, on a quand même un pourcentage plus petit que les hommes. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'elles aiment faire la vie à la maison et qu'elles s'occupent un petit peu moins d'elles, je ne sais pas. Et il y a aussi le fait que les femmes aient des symptômes un peu différents des traditionnels quand elles font un infarctus. Et très souvent, on arrive à les récupérer un peu tard. Donc ça, c'est un facteur aussi qui fait qu'on est moins de femmes. C'est-à-dire qu'elles arrivent en post-accident plus blessées? Oui. Okay. Ça peut, et puis ça se peut qu'elle fasse un arrêt cardiaque parce qu'on n'a pas détecté le problème cardiaque à temps. Il y a aussi le fait que les femmes, hormis, ça fait un peu féministe, mais elles ont tendance à être moins plaintives. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Mais qu'en même temps, c'est vrai que dans notre éducation, l'infarctus, la douleur à la poitrine, etc., c'est surtout les hommes. Les femmes, on trouve toujours que les hommes, on pense directement infarctus, que la femme, pas forcément. Ouais. C'est peut-être un a priori de ma part, mais c'est le sentiment que j'ai. Donc peut-être aussi qu'elles font moins de prévention et puis qu'elles se préoccupent moins et qu'au final, elles appellent peut-être trop tard. Oui, mais tu sais, Juliette, les femmes, elles ont vraiment des symptômes très atypiques souvent.
J'ai eu le cas, je me souviens, il y a quelques années, d'une patiente qui est venue aux urgences parce qu'elle avait des douleurs affreuses à l'estomac. Et elle est restée, je ne sais pas combien de temps, à l'hôpital pour ça. Et au final, c'était un infarctus qu'elle était en train de faire. Elle avait quel âge? Je ne me souviens plus, mais je crois, autour 50, 60 par là autour. Donc on cherchait autre chose. On cherchait autre chose qu'un problème cardiaque. Et puis le CG avait été peut-être pas si flagrant que ça. Exactement. Mais comme quoi, souvent au niveau médical, on peut passer à côté de choses sans forcément s'en rendre compte, quoi. Oui. Et ça c'est encore un autre débat sur le tri. Faire le tri aux urgences, je pense que c'est pas facile. Non. Après, c'est aussi la problématique des gens d'être trop plaintifs ou pas assez plaintifs. Des fois, il faut savoir insister, mais certains insistent trop et après, au niveau médical, on ne sait plus si c'est du sérieux ou pas, quoi. Est-ce que tu peux nous citer les facteurs de risque cardiovasculaire? À quoi on doit faire attention? Alors, la sédentarité, on peut corriger ça. Tout le monde peut corriger ça. Le tabac, ceux qui fument, je sais que c'est difficile d'arrêter de fumer, mais chercher de l'aide, c'est tellement important. Il n'y a pas que les problèmes cardiaques qui surviennent du tabac, il y a plein d'autres. Alors, je rappelle que quelque part, le sevrage à la nicotine, je suis en train de perdre, c'est 15 jours, sauf erreur. Donc, c'est pas si énorme que ça. Ouais. Après, c'est facile à dire quand on ne le vit pas. Et par la suite, c'est vraiment psychologique. Sur cette notion d'habitude. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut demander de l'aide. Il faut demander de l'aide et pour moi, étant une ancienne fumeuse, il ne faut pas le dire. Il faut aussi se préparer. Il y a des gens qui ont peur d'arrêter de fumer parce qu'ils ont peur de grossir. Et c'est vrai qu'en général, le métabolisme de base, il est plus élevé quand vous fumez. Donc quand vous arrêtez, en général, vous prenez, on va dire, 5 kilos. Mais quelque part, ça peut être aussi une motivation pour regarder son alimentation. Et puis les bienfaits d'arrêt du tabac, ils sont quand même clairement démontrés. Tu te sens mieux maintenant que tu as arrêté? Ah oui, moi je me sens mieux. Pour rappel, quand on arrête avant 40 ans, on récupère sa courbe de survie comme quelqu'un qui n'avait pas fumé. Ça ne veut pas dire que votre système respiratoire n'a pas souffert et qu'il n'a pas on ne voit pas de conséquences. On en voit, on peut en voir. Mais il faut garder en tête que l'arrêt du tabac avant 40 ans vous ramène à une courbe de survie classique, qu'en même temps, ça peut être que du bien pour beaucoup de choses, quoi. Et peut-être pour le portefeuille aussi. Donc il y a le tabac. Il y a le tabac, il y a le cholestérol, l'hypertension, ça c'est des choses qu'il faut contrôler chez le médecin. Et il y a un autre... Le stress. Et oui, le stress. Le stress est un facteur ignore, et je tellement l'oubliais énorme. maintenant. Oui, le stress, il y a plein d'infarctus qui se font sous stress. Le stress, surtout le stress cumulé, il faut vraiment essayer de contrôler ça et encore une fois chercher de l'aide si besoin. Surtout à l'époque actuelle. Oui. Donc parler et éviter d'accumuler de la surcharge mentale qui fait qu'arrivé à un moment, ça ne va plus. Oui. Par contre, il y a des facteurs aussi sur lesquels on ne peut pas forcément agir. Il y a de l'hérédité, à ma connaissance. Oui, il y a l'âge aussi. Il y a l'âge qui avance, ça c'est sûr. C'est pour tout le monde, on ne peut pas la changer. Les facteurs génétiques, tu viens de dire. Le fait d'être un homme, c'est un facteur un peu plus important que celui d'être une femme, sachant qu'on est protégé avant la ménopause. Oui. Après la ménopause, de souvenir, il y a aussi la cholestérolémie qui a tendance à augmenter. Donc c'est pour ça qu'on a peut-être tendance à prendre un peu de poids. D'où l'intérêt de l'alimentation avec l'âge qui avance, l'intérêt du mouvement avec l'âge qui avance. Plus l'âge avance, plus on a besoin de bouger. Ouais, et de prendre soin de soi. Et oui. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais nous partager par rapport à la réadaptation cardiaque? On a compris qu'il y avait 3 phases, que quelque part en fait on commençait le mouvement dès la phase 1, donc dès le lit de l'hôpital, que ce soit un petit mouvement ou un grand mouvement. On a compris aussi que faut pas éviter le stress, il faut éviter les facteurs de risque externes du type le tabac. Et qu'en plus, il y avait tout à fait des centres et vous étiez là aussi pour aider les patients. Oui, ouais. Tous les patients peuvent venir vous voir où il faut absolument... Alors, je ne parle pas forcément en phase 1, mais est-ce que par la suite, on sait qu'on a un problème cardiaque, mais on est suivi par notre cardiologue, on sent que l'âge avance, que c'est un peu plus difficile, qu'on a du mal à souffler, à respirer quand on monte les escaliers. Est-ce qu'on
Est-ce qu'on peut rentrer dans un cadre de réadaptation cardiaque? Oui. Il faut que le cardiologue soit d'accord. Parce que tant que le cardiologue n'est pas d'accord, on ne peut pas le faire. On ne peut pas prendre l'autonomie de dire vous venez en réadaptation cardiaque. On a besoin d'un bilan et on a besoin d'être sûr que l'hypertension, qu'il a tous les médicaments qu'il faut pour qu'il puisse faire des efforts contrôlés, on va dire. Que tout est bien stabilisé. Que tout est bien stabilisé, exactement. Parce que s'il y a des choses qui ne sont pas contrôlées, on ne va pas le faire comme ça. À partir du moment où le patient est stable et que les choses vont bien, quelque part, il peut toujours se tourner vers les physios pour l'amener à être autonome dans sa réhabilitation à l'effort. Oui. Est-ce que les patients, un patient cardiaque qui est stabilisé ou qui a eu son problème cardiaque il y a plusieurs années, par exemple, qui est suivi par son cardiologue et qui voit qu'avec le temps qu'avance, il sent que sa capacité diminue, qu'il a des difficultés à monter les escaliers et il a entendu parler de cette réadaptation cardiaque, est-ce qu'il peut venir vous voir, vous, ou est-ce qu'il peut aussi aller voir des physios en cabinet privé ou dans des centres autres? Oui, alors oui, tout à fait. Il faut juste qu'il refasse un bilan chez le médecin ou le cardiologue et qu'il soit suivi avec des professionnels de la santé dans un premier temps. À partir du moment où on est sûr qu'au niveau médical les choses sont stables, il peut faire une réadaptation, une rééducation comme tout le monde. Oui. En poussant un petit peu, arriver à un certain stade d'autonomie, puisqu'en fait c'est ce qu'on cherche à leur apprendre avec la réadaptation cardiaque. Est-ce que par la suite, on les incite à aller au fitness tout seul ou à s'aider d'un coach, d'un personal trainer? Soit l'un, soit l'autre. Moi, ce que je leur dis, ils ont le choix, ils peuvent choisir l'activité qu'ils veulent faire par la suite, puisqu'ils savent maintenant, à partir de là, jusqu'où ils peuvent aller en termes d'efforts. Fitness ou un coach, moi, je préfère toujours qu'il y ait une surveillance, mais s'ils veulent aller en fitness, ils sont libres de le faire, ils savent s'ils veulent être suivis avec un coach. Parfait, ça me va aussi. Ouais, le principal, c'est de continuer à bouger, de faire une activité physique, oui. D'utiliser les coachs ou les personal trainers pour se motiver si besoin, mais en contrepartie, c'est aussi prévenir. Parfois, les gens oublient, une fois qu'ils ont l'impression d'être en bonne santé, c'est toujours intéressant de prévenir de ces antécédents cardiaques, qu'on soit au fitness ou autre. Et ce n'est pas la période où ils ont eu la réadaptation cardiaque qui va faire toute la différence, c'est le après. Ouais. Donc c'est le long terme. C'est ce qu'on disait sur le sport. Prendre en charge. Faire une fois par mois, ça ne sert à rien. Après, c'est la même chose. C'est quelque part, c'est un nouveau départ. Il y a eu un accident, donc là, on refait un nouveau départ en mettant toutes les chances de notre côté, du mouvement, de la nutrition, nos stress, et puis on essaye de profiter. Est-ce que tu aurais un autre message à faire passer à part le mouvement? À part le mouvement? Moi, comme physio, je dis à tout le monde, il faut bouger. Tout le monde est capable de le faire pour votre santé. Et maintenant que vous avez entendu les facteurs de risque, si vous en avez un ou plusieurs d'entre eux, cherchez de l'aide. Et puis ayez une vie saine, une hygiène de vie saine, c'est tellement facile. Il faut juste la mettre en route et c'est simple. Mettre en route, ça devient une habitude et on se rend compte que ça fait du bien. Oui. Merci Marisa pour toutes ces informations. Avec plaisir. Et puis pour nous, à bientôt sur le podcast de Caprol. Bonne soirée. Bonne soirée.